Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Non, ce n'est pas le carnaval aujourd'hui, c'est simplement que nous sommes le 29 septembre et le 29 septembre, eh bien, c'est le jour des Michel, c'est la Saint-Michel, le patron des parachutistes et je suis un ancien des troupes aéroportées. Je suis parachutiste car para un jour, para toujours. Donc aujourd'hui, j'ai revêtu mes plus beaux atours. Saint-Michel veille sur moi. Voilà. Bien. Allez, je vais quand même enlever ceci pour faire notre vidéo du jour. Donc, le Tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno. Une lecture par votre serviteur, le brigadier parachutiste Grégory Baudouin. Et puis, donc, le chapitre 60, l'incendie. Jean-Joseph dans sa mansarde. Une belle action, un long chapitre aujourd'hui, je vous préviens. Puisque tous les hommes sont frères, ils doivent toujours être prêts à se dévouer les uns pour les autres. C'est le sens de la fraternité parachutiste, frères d'armes. Et c'est le sens de la fraternité en général, liberté, égalité, fraternité, sur le fronton de nos jolies mairies, de notre République. Puisque tous les hommes sont frères, ils doivent toujours être prêts à se dévouer les uns pour les autres. L'incendie avait fait des progrès effrayants. Les flammes tournoyaient dans les airs au gré de l'ouragan. La toiture en chaume tantôt s'effondrait, tantôt tourbillonnait en rafales. Des rafales étincelantes. Mais on ne pouvait songer à éteindre l'incendie car il n'y avait point de pompe à feu dans le hameau. On essayait seulement d'arracher aux flammes le plus de choses possible. Les bestiaux d'abord, la récolte ensuite. Chacun travaillait avec énergie. Le fermier n'avait malheureusement pas assuré sa maison, bien qu'on le lui eût conseillé 100 fois. En voyant ainsi le fruit de 30 années de labeur opiniâtre dévoré par les flammes, le malheureux était comme fou de désespoir et ne savait plus ce qu'il faisait. Cependant, le petit Julien avait repris son calme. Et bientôt, il arriva à son tour. Sa première pensée fut de chercher Jean-Joseph à travers la foule. Personne ne songeait à Jean-Joseph et ne savait où il était. « Bien sûr, dit le garçon avec effroi, Jean-Joseph est resté dans la mansarde. Je cours le chercher. » Il partit en toute hâte et déjà il n'y avait plus moyen de monter jusque-là. L'escalier s'était effondré et les flammes tourbillonnaient à l'entrée. Julien revint dans la cour. La lucarne de la mansarde était hermétiquement close par son petit volet. À coup sûr, Jean-Joseph dormait encore, sans se douter du danger. Julien saisit une pierre ronde, assez grosse, et avec habileté. Il la lança dans le volet, de toutes ses forces. Ce volet qui s'ouvrait en dedans et ne tenait que par un mauvais crochet céda aussitôt. Et au milieu du crépitement de l'incendie, on distingua le bruit de la pierre roulant dans la mansarde, tandis que la petite voix de Julien criait « Jean-Joseph ! Jean-Joseph !» L'instant
L'instant d'après, le visage épouvanté de Jean-Joseph se montra à la lucarne. Le pauvre enfant, dressé au-dessus de sa tête, ses deux petites mains jointes dans un geste désespéré. Le vent poussait des traînées de flammes au-dessus de la lucarne et la clarté sinistre. On voyait de grosses larmes couler sur les petites joues pâles de l'enfant, tandis que sa voix appelait « Au secours ! Au secours !» André, qui s'était absenté un instant avec M. Gertal, revint alors, traînant une échelle. On l'appliqua sous la lucarne. Elle était trop courte. De près de 2 mètres. « N'importe, dit M. Gertal. Je monterai au dernier échelon. Je suis très grand. L'enfant descendra sur mes épaules. André, tiens l'échelle. » M. Gertal monta sur l'échelle. Mais il était pesant. L'échelle, elle, était mauvaise. Un barreau vermoulu se brisa et le brave Jurassien roula par terre. « C'est impossible, dit-il en se relevant. C'est impossible, répéta chacun, et quelques-uns tournaient la tête pour ne pas voir la toiture s'écrouler sur l'enfant. Alors, André, sans mot dire, avec une rapidité de pensée merveilleuse, saisit un grand fouet de roulier qui, dans le désarroi général, le traînait par terre. Il prit son couteau, coupa la lanière en cuir du fouet, s'en servit pour le lier solidement, le gros bout du fouet contre le dernier barreau de l'échelle, afin d'en faire un appui solide. Puis avec dextérité, il appliqua de nouveau l'échelle contre la muraille. « À votre tour, monsieur Gertal, dit-il, tenez-moi l'échelle. Je suis moins pesant que vous, et j'ai dans le haut un barreau solide. » En même temps, André s'élança légèrement sur les barreaux qu'il pliait sous son poids. Arrivé au dernier, celui qu'il avait consolidé, il se retourna doucement, sans trop appuyer, présentant le dos à la muraille et se soutenant contre. Puis, levant ses 2 bras jusqu'à la hauteur de la lucarne, « Aide-toi de mes bras, Jean-Joseph, dit-il d'une voix calme. Descends sur mes épaules. N'aie pas peur !» Jean-Joseph s'assit sur la lucarne, puis il se laissa glisser le long du mur jusqu'à ce que ses pieds touchassent le dos d'André. Une pluie d'étincelles jaillissait autour d'eux. Le barreau, consolidé, fléchissait encore sous son double poids. La position était si périlleuse que les spectateurs de cette scène fermèrent un instant les yeux d'épouvante. « Mon Dieu, disait le petit Julien agenouillé à quelques pas et joignant les mains avec angoisse. Grand architecte de l'univers, sauve-les. » Quand André sentit Jean-Joseph sur ses épaules, il le fit glisser sur ses bras, par devant lui. Puis il le posa sur le second barreau de l'échelle. « Descends, descends, devant, à présent, lui dit-il, et prends garde au barreau cassé dans le milieu. » Jean-Joseph descendit rapidement, André à sa suite. Il arrivait à peine au dernier tiers de l'échelle qu'un bruit se fit entendre. Une partie du toit s'effondrait. Des pierres détachées du mur roulèrent et vinrent heurter l'échelle qui s'effondra lourdement.
Un cri de stupeur s'échappa de toutes les bouches, mais avant même qu'on eût le temps de s'élancer, André était debout. Il n'avait que de légères contusions. Il relevait le petit Jean-Joseph qui s'était évanoui dans l'émotion de la chute. Quand l'enfant revint à lui, il était encore dans les bras d'André. Celui-ci, épuisé lui-même, s'était assis à l'écart sur une motte de paille. Le premier mouvement du petit garçon fut d'entourer de ses petits bras le cou du brave André. Le regardant de ses grands yeux effrayés qui semblaient revenir de la tombe, il lui dit doucement : « Que vous êtes bon, que vous êtes bon, que vous êtes bon. » Puis il s'arrêta de nouveau, cherchant quel autre merci dire encore à son sauveur, et quoi lui offrir. Mais il songea qu'il ne possédait rien, qu'il n'avait personne au monde, ni père, ni mère, ni frère, qui pût remercier André avec lui. Et il soupira tristement. Jean-Joseph, dit André comme s'il devenait l'embarras de l'orphelin, c'est parce que je sais que tu es si seul, parce que je sais que tu es si seul au monde, que j'ai trouvé le courage de te sauver. À ton tour, quand tu seras grand et fort, il te faudra aider ceux qui, comme toi, n'ont que le grand architecte de l'univers pour père ici-bas. Oui, répondit Jean-Joseph, du fond du cœur, quand je serai grand, je vous ressemblerai. Je serai bon, je serai courageux. Et moi aussi, reprit la petite voix tendre de Julien qui accourait avec un paquet de vêtements qu'on lui avait donné pour vêtir Jean-Joseph, car le pauvre enfant à moitié nu frissonnait sous le vent froid de la montagne. Lorsque cette nuit pénible fut achevée, le lendemain, au moment de partir, M. Gertal prit le fermier à part. « Mon brave ami, lui dit-il, je vous vois plus désespéré qu'il ne le faut. Voyons, du courage. Avec le temps, on répare tout. Tenez, les affaires ont été bonnes pour moi cette année. Cela fait que je puis vous prêter quelque chose. Voici 50 francs. Vous me les rendrez quand vous pourrez. Je sais que vous êtes un homme actif. Seulement, promettez-moi de ne pas vous laisser aller au découragement. » Mon chien. Le fermier, ému jusqu'aux larmes, serra la main du Jurassien. Et on se quitta le cœur gros, de part et d'autre. Bonjour. Je vous présente Padmé. Et mon chien, je travaille. Le fermier. Le fermier. Padmé, allez, descends. Le fermier, ému jusqu'aux larmes, serra la main du Jurassien. Et ensuite, on se quitta, le cœur gros, l'un et l'autre. Une fois en voiture,
Avec les deux enfants, M. Gertal posa la main sur l'épaule d'André. Il le regardait avec une sorte de fierté et de tendresse. Tu n'es plus un enfant. Tu n'es plus un enfant, André, lui dit-il, car tu t'es conduit comme un homme. Tout le monde perdait la tête. Toi, tu as gardé ta présence d'esprit. Aussi, je ne sais ce qu'il faut le plus se louer. Ou du courage que tu as montré, ou de l'intelligence si prompte et si nette dont tu as fait preuve. Il se tourna ensuite vers Julien. Et toi aussi, mon petit Julien, tu as eu une bonne pensée de songer à Jean-Joseph quand tout le monde l'oubliait. Tu l'as éveillé avec la pierre que tu as lancée dans le volet, et c'est à toi qu'il doit d'exister encore, puisque personne ne pensait à lui. Vous êtes deux braves enfants, tous les deux. Et je vous aime de tout mon cœur. Continuez toujours ainsi, car il ne suffit pas, dans le péril, d'avoir un cœur courageux. Il faut encore savoir conserver un esprit calme et précis, qui sache diriger le cœur et qui l'aide à triompher du danger par la réflexion. Gérer ses émotions, encore une fois, toujours face au danger. Gérer ses émotions. Voilà, un très très beau paragraphe aujourd'hui que celui-ci. Et bien demain donc chapitre 61, les chèvres du Mont d'Or, ce que peut rapporter une chèvre bien soignée. Pas de gravure ce soir. Par le ciel, partout, pour tous. C'est la devise de mon régiment, la base opérationnelle mobile aéroportée, premier régiment du train parachutiste. Que la force soit avec vous, et surtout, par Saint-Michel, que vivent les paras! Salut et fraternité!